On dit d'elle que c'est la plus belle avenue du monde. Ce sont les Champs-Élysées. Ses larges trottoirs, ses multiples boutiques de luxe avec la présence des plus grandes marques, sa longueur totale impressionnante de près de 2 km, l'avenue des Champs-Élysées, c'est la grande artère de la capitale. Une voie empruntée par plus de 60 000 voitures chaque jour. 300 000 personnes arpentent ces trottoirs au quotidien. Un contraste énorme alors qu'il y a 4 siècles, les champs étaient des champs. Avant les Champs-Élysées, il n'y avait rien, des arbres et la nature. C'était vraiment un espace naturel dans lequel on était à la campagne. C'est la campagne autour de Paris. Jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, le site des futurs Champs-Élysées n'est qu'un paysage sauvage aux portes de Paris. Une zone de marécage, de bosquets épars et de terrains agricoles mal drainés. Rien n'évoque encore l'avenue monumentale à venir. C'est une frange semi-forestière faite de landes humides et de petites parcelles cultivées. Alors pourquoi ce paysage sauvage va-t-il autant se transformer? Vous savez, Paris a été ceint de murailles successives au cours de son histoire pour protéger la ville. Et là, on est donc au XVIIe siècle, aux alentours de 1670. Et Louis XIV considère que la France est suffisamment puissante et bien défendue sur ses frontières naturelles extérieures pour pouvoir libérer Paris de cette ceinture et donc démolit les enceintes. Et dans la continuité, le roi veut prolonger la puissance visuelle des jardins des Tuileries vers l'ouest. Il veut créer une perspective à la hauteur de son règne. Et donc il s'agit de magnifier cette perspective et de montrer la puissance du roi sur son environnement, sur la nature, sur le paysage. Un axe royal parfaitement aligné, vaste et ouvert. Les travaux s'annoncent dantesques. Pour réussir cette transformation, il n'y a qu'un homme capable d'une telle performance, André Le Nôtre. André Le Nôtre, c'est un génie du paysage, c'est un génie de l'aménagement du territoire, c'est un génie des jardins. C'est un homme très modeste aussi, très amical, et c'est ce qui fait tout son charme, c'est-à-dire qu'il y a la simplicité et le génie. André Le Nôtre est le grand architecte des jardins du XVIIe siècle. Il est le maître de la géométrie et de la perspective à la française. Il impose un style où l'ordre domine la nature. Son chef-d'œuvre absolu étant les jardins de Versailles. Pour créer les Champs-Élysées, il faut faire d'énormes travaux de terrassement. C'est de l'aménagement du paysage. Et André Le Nôtre, qui en est le créateur, est spécialiste de cela. Alors, pour parvenir à rendre l'immense allée praticable, Le Nôtre assèche les sols. Des fossés de drainage sont creusés. L'eau est détournée vers la Seine et le terrain est rehaussé avec des remblais secs. Ensuite, il fait niveler l'ensemble au cordeau. On plante des piquets, on tend des lignes de visée, on rectifie chaque aplomb pour obtenir un plan parfaitement régulier. Sur cette nouvelle géométrie, Le Nôtre installe de longues rangées d'ormes puis de marronniers. Ils sont plantés à intervalles identiques dans des fosses enrichies en terre végétale. Tutorés, alignés, contrôlés, ces arbres deviennent la signature de l'avenue. En quelques années, un espace sauvage et chaotique bascule dans l'ordre absolu du jardin à la française. Et ça, on est dans 1670. Donc c'est vraiment l'origine des Champs-Élysées. Cette avenue exceptionnelle doit porter un nom à sa hauteur. On choisit alors une référence mythologique, les Champs-Élysées. Dans la tradition grecque, c'est le lieu paradisiaque où reposent les héros après la mort. Mais elle sera tout sauf ennuyeuse et mortelle et va devenir l'artère la plus vivante de Paris. Même si cela va prendre un peu de temps avant que les Parisiens ne se l'accaparent. Il faut savoir qu'en 1800, il n'y avait que 6 immeubles sur la longueur des Champs-Élysées. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les Champs-Élysées vont de nouveau se transformer.
Paris s'urbanise, beaucoup d'immeubles sont construits et les champs n'échappent pas à cette nouvelle vocation, avec des immeubles plus importants, plus hauts, plus denses, de bureaux aussi, de prestige, qui vont être construits le long des champs. Beaucoup de sièges de grandes sociétés, de grandes banques, par exemple, vont s'installer ici. Et l'un des grands bouleversements arrive avec l'exposition universelle au cœur de la capitale. Cela déclenche la construction du tout premier métro à Paris. Sa mise en fonction doit démarrer en juillet 1900. Ce sera la ligne 1. Les ingénieurs imaginent alors creuser dans le sol avec la technique du métro londonien. Faire des tunnels sous terre en avançant pas à pas dans un rayon suffisant pour y faire passer les rames de métro. Le sous-sol parisien n'est pas du tout homogène. On y trouve des minéraux d'une très grande variété. En conséquence, la technique londonienne que l'on pensait pouvoir adapter à Paris n'y a pas fonctionné. Comme les travaux étaient très en retard, il a été décidé de construire ce métro à fleur de terre. Non pas en travaillant à la mine, en progressant, en creusant un tunnel, mais en éventrant les chaussées. En conséquence, les rues, avenues et boulevards parisiens, y compris les Champs-Élysées, ont été éventrés pour y construire par la surface la ligne de métro. Les travaux sont gigantesques et défigurent totalement la Grande Avenue. Mais le responsable de cet immense projet du métro parisien est un vrai génie. Fulgence Bienvenu est un polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées. Ce sont les meilleures écoles. Elles forment les plus grands architectes et ingénieurs de la planète. Fulgence Bienvenu prend en charge en 1896 le service du chemin de fer métropolitain et dirige l'ensemble du chantier. Il fixe alors le tracé des premières lignes. Il impose les méthodes de construction en site urbain dense et gère des travaux souvent très complexes. C'est le cas sous la Seine et sous les Champs-Élysées. Inauguré en 1900, le réseau doit en grande partie sa structure et sa cohérence à son travail d'ingénieur en chef. Et c'est un succès. Les champs sont pris d'assaut comme jamais par les Parisiens. C'est un lieu de vie comme nulle part ailleurs dans la capitale. Et en fait, cette histoire-là, donc, est une histoire assez heureuse où les Parisiens, quand on revoit les images d'archives, adorent les Champs-Élysées. Avec plusieurs cinémas, des restaurants, des lieux de plaisir, c'est le Paris version festive qui s'installe et qui fait rêver. Cette période faste va durer un certain temps avant de se refermer progressivement. Le tourisme de masse et la mondialisation ont profondément modifié l'artère. Pourquoi un Parisien irait-il sur les Champs-Élysées? On n'y trouve que des commerces hors de prix, le prix du café atteint des sommets stratosphériques, donc pourquoi s'y donner rendez-vous entre amis? Ça n'est certainement pas pour la grande cuisine française que nous irons sur les Champs-Élysées, puisque l'avenue est envahie par la malbouffe. Les Parisiens n'aiment pas les Champs-Élysées. Les Parisiens ne fréquentent plus du tout l'avenue pour le plaisir depuis les années 2000. De nouvelles données prises avec le bornage des portables permettent d'analyser la typologie de ceux qui viennent sur les champs. Aujourd'hui, ils ne font qu'y travailler. Le constat est implacable et il est urgent de le rectifier. Et c'est pourquoi on y travaille dans ce bureau d'études d'architecture et d'urbanisme, l'un des meilleurs de la capitale. C'est le comité des Champs-Élysées, réunissant des propriétaires et locataires sur les 2 kilomètres qui l'ont mandaté pour évoquer des solutions à un mieux vivre. Alors, voici à quoi pourraient ressembler les Champs-Élysées d'ici quelques années. Cette vision de l'avenue, c'est le résultat de 5 années de travail, plusieurs dizaines d'experts mobilisés et un rapport de 1800 pages. Avec 150 recommandations, le comité s'est donné les moyens de faire revenir les Parisiens sur l'avenue. Et cela commence avec la place de la voiture. Il y a aujourd'hui 8 voies, ce qui en ferait presque une autoroute. Il y a eu de l'ère de l'automobile qui a démarré au début du XXe siècle, qui s'est accéléré après-guerre. Et là, on sent qu'il y a un moment de bascule où on doit repenser ces espaces-là, repenser aussi nos modes de vie derrière. Le projet redimensionne la circulation avec 2 fois 2 voies, dont une spécifique pour les bus. La circulation autour de l'Arc de Triomphe
est elle aussi repensée avec un trafic atténué en laissant plus de place aux piétons. Et ce que la hausse des températures nous impose, c'est aussi la végétalisation beaucoup plus importante. Créer des salons végétaux avec de l'eau, avec donc de la fraîcheur. On parle d'un refroidissement de près de 7 degrés, un basculement climatique local provoqué par la transformation de l'avenue. Bientôt, des guinguettes, de vrais restaurants, des parcs de jeux, un espace où les familles reviennent. Les Champs-Élysées s'apprêtent à changer d'échelle. La mairie de Paris doit encore trancher. Choix définitif, calendrier, lancement des premiers chantiers. Le coût, lui, est déjà posé, entre 250 et 300 millions d'euros.